Là, on comprend déjà quand on lit cette partie du texte qu'il y avait euh, pas beaucoup d'hommes esclaves d'Afrique qui arrivaient, qui pouvaient avoir une femme esclave comme épouse, puisque c'était interdit qu'on les marie. On arrivait, et puis donc il n'avait pas beaucoup de descendance finalement. Finalement, il n'a pas eu beaucoup de descendance par rapport déjà aux esclaves locaux qui étaient déjà natifs de l'Amérique. Mais euh, quand je dis natifs de l'Amérique, je comprends des gens qui ont été déportés, d'esclaves, des captifs africains qui ont été emmenés aux Amériques sur plusieurs générations, qui ont été métissés. Vous allez voir, vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais lire. Vous allez comprendre. On reprend là où on en était. Donc, le taux de mortalité des esclaves en Amérique latine et les Caraïbes était bien plus élevé qu'aux États-Unis, hein. On parle bien euh, donc d'un taux de mortalité infantile, de la grande majorité des enfants nés d'esclaves. Les suicides semblent également avoir été plus fréquents au Brésil qu'aux États-Unis. Ce n'était pas un cas spécifique au Brésil, unique en Amérique latine, mais bien une question généralisée. Il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes qui étaient parfois totalement inexistantes sur certaines plantations de canne à sucre. Et élever des enfants esclaves était considéré comme plus coûteux que l'achat de nouveaux esclaves adultes d'Afrique. Le résultat net était une pénurie généralisée de la vie de famille parmi les esclaves, peu d'enfants et un taux élevé de mortalité infantile. Tout cela ensemble ajouté au surmenage meurtrier des adultes, ce qui requit l'implication constante à grande échelle de nouveaux esclaves d'Afrique, autant que de la population native esclavagisée. Continuellement, les suicides se sont également produits à grande échelle parmi les esclaves des Caraïbes et de l'Amérique. Les lois qui ont impressionné plus tard les savants étaient loin d'être facilement à la disposition des esclaves, qui pouvaient être brutalement punis par les propriétaires d'esclaves pour porter plainte auprès des autorités. Alors que la considération économique faite aux esclaves, y compris les enfants, est beaucoup plus précieuse aux États-Unis qu'au Brésil, qui par exemple pouvaient importer des hommes adultes d'Afrique à distance plus proche, avec moins de coûts. Une différence frappante entre les colonies britanniques et les colonies espagnoles ou colonies portugaises était que les hommes, femmes et enfants ont été transportés à travers l'océan de la Grande-Bretagne pour former une réplique de la société d'origine en Amérique du Nord continentale, tandis que les Espagnols et les Portugais ont envoyé sur le plan démographique principalement des hommes. Cela implique, cela explique que le Canada et les États-Unis sont devenus et restés majoritairement une société blanche avec des minorités noires. En partie, cela l'explique. Pendant qu'une grande partie des Caraïbes a été à prédominance noire ou mulâtre, comme c'était le cas au Brésil avant l'émigration massive d'Européens qui a commencé à la fin du 19e. Une grande partie de l'Amérique espagnole, cependant, a été dominée démographiquement par des métis, mélange de blancs et d'indiens. Oui, parce qu'en fait, le terme métis à la base, au 15e, 16e siècle, 17e, c'est ça la signification. C'est par la suite que, selon là où on est, Caraïbes, Amérique latine, Brésil ou Canada ou États-Unis, on a des perceptions différentes.
des classifications. Et donc, vous allez voir, c'est très compliqué, mais on va tout mettre en détail. Donc, dominé démographiquement par des métis mélanges de blancs et d'indiens, parfois sans ajouter de mélange de relations raciales venant de l'hémisphère occidental. Et pourtant, on les appelle mulâtres ou métis. Parce que forcément, quand tu as des gens qui sont déjà de couleur, ils ont beau avoir eu du sang blanc, ces gens-là, quand ils font des enfants entre eux, ils font pas des enfants blancs. Donc, et même s'ils font des enfants avec un Africain qui est déjà métissé et qu'un Indien de couleur qui est déjà peut-être même métissé, ils font un enfant, il ne sortira pas blanc. Donc, ils ont généralement varié avec ces différences démographiques, bien que la suprématie blanche a été le thème dominant dans les sociétés de l'hémisphère occidental des Britanniques, Espagnols, Portugais, Néerlandais, Français d'origine. La manière et le degré auquel ce principe a été appliqué dans la pratique a considérablement varié dans les modèles classiques anglo-saxons du Canada et des États-Unis. Il y a une forte dichotomie de découpe en noir et blanc dans tous les domaines politiques, économiques et les lignes sociales revenant à dire noir signifiait tout individu africain sans distinction d'ascendance, quel que soit le degré de mélange racial dans les colonies latines, et la rigueur de cette définition varie selon que certaines personnes qui seraient considérées blanches en Amérique hispanique seraient considérées comme noires aux États-Unis. Dans le bon vieux Sud, une seule goutte de sang noir suffit à toute fin juridique et sociale pour être noir en tant qu'individu. Mais en réalité, même les États du Sud les plus racistes ont permis aux individus avec moins d'une certaine fraction donnée d'ascendance noire pour être légalement considérés comme blancs. Il est estimé que des dizaines de millions de blancs américains ont au moins un noir dans leur ascendance, et que la population d'esclaves survivante était plus grande aux États-Unis, la population d'esclaves du Brésil n'a jamais pu se reproduire comme celle des États-Unis, mais était constamment reconstituée par de nouveaux esclaves d'Afrique. Parmi les conséquences de cela, c'était une population noire dans laquelle les cultures des Africains ont survécu à un bien plus grand degré que parmi les Noirs américains. En effet, les mots qui ont survécu, les mots et prononciations africaines affectés à la langue portugaise, comme parlés par les masses blanches au Brésil à la fin du XIXe siècle, au moins 40% des esclaves dans les provinces de Rio de Janeiro et de São Paulo étaient nés africains. Par contraste avec les États-Unis, contrairement aux 99% des esclaves étaient nés aux États-Unis. L'importation massive d'Africains vers le Brésil a été facilitée par sa situation géographique, la proximité de l'Afrique, mais il était rendu nécessaire par une grande perte d'esclaves, qui en était une des raisons d'un taux de mortalité élevé sous les conditions brutales de l'esclavage brésilien. Certains esclaves étaient littéralement fouettés à mort ou jetés dans des flaques de piranha ou bouillis dans de l'huile. Dès le XVIIIe siècle, il y avait plus de 2/3 de Noirs libres aux États-Unis. Les esclaves caraïbes amérindiens ont été traités différemment qu'aux États-Unis. Généralement, plus brutalement et avec moins de préoccupations
que pour leur sort, que pour le sort des nourrissons ou des femmes enceintes dans les Antilles, où c'était considéré comme moins cher d'acheter de nouveaux esclaves plutôt que de maintenir la population existante déjà sur place. La maintenir en vie, quoi. La maintenir en vie. La mortalité infantile de la population aux Antilles y était plusieurs fois plus élevée, était plusieurs fois plus élevée que euh, dans les États d'Amérique des USA, les États du Sud des USA, où les propriétaires de plantations résidents et leurs épouses ont protégé leurs intérêts économiques à long terme, représentés par de nouveaux esclaves. Près de 2 millions d'esclaves ont été importés dans les Antilles britanniques avant l'arrêt de la traite des esclaves abolis en 1808. Près de 5 fois le nombre importé aux États-Unis, qui avaient une population noire totale beaucoup plus grande. La différence était que les esclaves avaient des taux de mortalité plus élevés et le plus bas taux de natalité aux Antilles en partie. Cela reflétait un traitement plus cruel aux Antilles. Mais cela reflète en partie la plus grande vulnérabilité biologique des esclaves africains par rapport aux maladies européennes, tandis que les esclaves indigènes amérindiens, eux, avaient déjà acquis une résistance biologique et immunitaire à ces maladies. La Jamaïque a longtemps été un terrain d'acclimatation des Africains nouvellement asservis, un endroit où ils ont été divisés dans leur nouveau rôle d'esclaves, où ils ont acquis une certaine connaissance de la langue, la culture et de certaines mesures pour la résistance biologique. Certains de ces esclaves, une fois acclimatés, ont ensuite été expédiés à d'autres endroits, y compris aux États-Unis. Les esclaves américains n'étaient donc pas génétiquement différents de ceux des Antilles, mais étaient tous deux biologiquement et culturellement différents des Africains. Les survivances culturelles étaient beaucoup plus courantes aux Antilles, où de nombreux nouveaux Africains renforçaient continuellement leur patrimoine culturel.